Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Aragami, destiné à la lecture des différents parchemins qu'on a récupérés tout au long du jeu. Donc là, je les ai tous, et il y aura 3 vidéos dessus. Là, on va lire la première chronique, donc les chroniques de Hayo, où il y a différents volumes, donc je vais tous vous les lire. Pour information, c'est la première fois que je vais lire ces documents, donc je sais pas trop de quoi ça parle, donc si je vous explique pas trop mon ressenti sur chaque volume, c'est normal. C'est totale découverte, et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait le jeu, j'ai pas forcément le jeu en mémoire. Donc c'est parti pour le volume 1, les 4 symboles. 2 juillet de l'an 28 de la 5e ère. Ombre, force, honneur, commandement. Les 4 symboles de Dakudaga brillent sur ma poitrine. J'ai attendu ce moment depuis le jour où Maître Fukuro m'a fait don de la dague noire. Aujourd'hui, en plus de me céder son rang et sa position, il m'a offert son médaillon. Je suis désormais l'un des 4 chefs de cette grande guilde. Je marcherai dans les pas de mon maître avec dignité. J'ai vu Inari au cours de la cérémonie. Cela faisait si longtemps que nous n'avons pu nous parler. Nous nous sommes remémorés nos aventures. Cela fait si longtemps, et pourtant, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est probablement l'homme le plus honorable et le plus fiable que j'ai jamais rencontré, que ce soit au combat ou en dehors. Ensemble, nous avons formé la meilleure équipe de Dakudaga. Il y a 2 ans, il est devenu l'un des chefs de la guilde. Il a toujours eu une longueur d'avance sur moi. Mais cette fois, nous sommes de nouveau à égalité. Volume 2 Dakudaga. Maître Fukuro m'a raconté l'histoire de la guilde, son fonctionnement au cours des années. Depuis sa fondation, il y a bien longtemps, Dakudaga s'est construit une réputation dans tout le continent, acquérant presque un statut mythique. Les meilleurs assassins des ombres forment nos rangs. Nous sommes invisibles et mortels. Nous vivons des contrats que nous acceptons. Espionnage, vol, assassinat. Mais nous conservons toujours la possibilité de refuser un contrat qui pourrait entrer en conflit avec nos propres intérêts. Ce pays n'a pas connu de réels conflits internes depuis la création de Dakudaga, parce que la guilde a su tuer dans l'œuf tout embryon de corruption ou de tyrannie au sein du gouvernement. Tout cela en restant invisible, telle une ombre sempiternelle qui plane au-dessus des fondements de la société. Dakudaga fut créé comme une entité amorphe et nomade. Nos 4 chefs, commandant chacun l'un des 4 groupes qui forment notre guilde, lesquels sont disséminés dans le pays, afin d'assurer leur intégrité et d'éviter que notre organisation ne se transforme en dictature. Tant que Dakudaga restera vigilante, la paix et la stabilité seront assurées au sein de la nation. L'idée que je suis l'un des 4 chefs de cette grande guilde emplit mon cœur d'une fierté incomparable. Volume 3 à la lueur de la pleine lune. 12 février de l'an 29 de la 5e ère. Être chef vient avec son lot de tâches administratives, laborieuses. Les missions avec Inari me manquent. Nous frayer un chemin à l'intérieur de forteresses inaccessibles, récupérer des informations secrètes, trancher la gorge de nos ennemis. Toute cette fougue me manque. Je me sentais vivre. Au moins, maintenant que nous sommes tous 2 chefs de la guilde, je le vois plus souvent que jamais. 9 mars de l'an 29 de la 5e ère. Il faut que je me reprenne. Aujourd'hui, après l'une de nos assemblées, Inari m'a présenté à sa fiancée, Mitsuki. Leurs fiançailles n'ont été annoncées que récemment. Il m'a dit qu'elle est membre des Shirokitsu, un clan ancien et très renommé. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, le temps s'est comme arrêté. Ses longs cheveux blancs, ses yeux bleus, comme une éclatante pleine lune surgissant à travers d'épais nuages noirs.
Ces pensées m'affligent. Je dois la faire sortir de mon esprit. Sans cela, je ne pourrai plus jamais regarder Inari en face. Mais à quoi pensait-il en se présentant à l'assemblée des chefs avec une femme? Volume 4, Enchantement. 21 août de l'an 29 de la 5e ère. Pendant des années, nous avons maintenu la guilde à l'abri des menaces. Mais il semblerait que l'une d'entre elles se soit agrandie. Une guilde de lumière du nom de Seigosen. Des rumeurs circulent à propos de ses chefs. 2 frères, de puissants adeptes de la lumière, se servant de techniques jusqu'alors inconnues. La démesure est propre au peuple. Quoi qu'il en soit, cette guilde semble causer des problèmes dans les pays voisins. J'ai envoyé quelques hommes recueillir des informations. Je ne pense pas que Seigosen oserait s'aventurer sur notre territoire, mais il est toujours bon de rester aux aguets. 26 décembre de l'an 29 de la 5e ère. Hier, Mitsuki a donné naissance à une petite fille, Yamiko. J'ai reçu une lettre d'Inari qui me racontait tout, qu'elle a les yeux de Mitsuki, qu'elle est la plus belle chose au monde, la liste n'en finit pas. Je ne reconnaissais pas Inari à travers cette lettre. Il n'y avait aucun signe de l'homme impitoyable, vif et ingénieux que je connaissais. Peut-être est-il sous les mêmes charmes que je n'étais lorsque j'ai aperçu Mitsuki. Ces sentiments de sécurité et d'invincibilité qui se dégagent d'elle, ce n'est pas ce que je recherche. Je n'abandonnerai certainement pas mon poste pour quelque chose d'aussi insignifiant. Volume 5, Perte de temps. 1er août de l'an 33 de la 5e ère. 4 ans après leur première manifestation, Seigosen a décidé d'entrer sur nos terres sans permission. Je ne comprends pas qu'ils puissent faire preuve d'une telle audace. Ils se sentent peut-être invincibles à force d'attaquer et de tuer des paysans pendant si longtemps. Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de s'en prendre à nous. 18 octobre de l'an 33 de la 5e ère. Il nous aura fallu plus longtemps pour atteindre le camp de Seigosen que pour gagner la guerre. La nuit, après que nous les ayons trouvés, nous nous sommes introduits dans les tentes de leurs chefs et avons mis fin à leur vie. Je ne m'attendais pas à ce que le combat soit long, mais celle-ci était tout simplement décevante. 2 frères, adeptes de la lumière, qui peuvent vous aveugler à distance et vous transpercer le cœur en un clin d'œil. J'espérais vraiment un combat intéressant, mais ce fut une perte de temps. Notre présence à tous les deux était faite pour le moins superflue. Notre présence à tous les deux était pour le moins superflue. Je suis sûr qu'Inari était content d'apprendre qu'il pouvait rester chez lui, auprès de sa femme et de sa fille bien-aimée. Inari, celui que je connaissais, n'aurait pas été satisfait tant que son épée n'était pas couverte du sang de nos proies. Volume 6, Rage. 9 janvier de l'an 34 de la 5e ère. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Un sentiment de honte, d'échec. Je n'ai jamais été pris d'une telle fureur, comme si on m'avait arraché les entrailles. Il ne reste qu'une haine ardente. J'ai perdu plus d'un ami au combat. Je pensais ne plus y être sensible. Les chefs de Seigosen ont tué Inari il y a 3 jours. Ils ont tué aussi Mitsuki et Yamiko. Nos sources confirment que les adeptes de la lumière se sont acharnés sur eux, réduisant leur corps à néant. Éliminés à la vitesse de l'éclair, les soldats de la lumière ont aussi attaqué tout le village. Comment Inari a-t-il pu laisser faire ça? Mon agent le plus fidèle me rapportait que les chefs de Seigosen étaient présents lors de la célébration à leur capitale. Ils nous ont fait croire que nous les avions tués, que nous les avions vaincus. Il se peut que Seigosen
soit d'un autre niveau en fin de compte, un véritable ennemi. Mais pourquoi Inari? Pourquoi sa famille? N'était-il que le premier? Est-ce une déclaration de guerre? J'ai dit à Inari et sa famille de venir ici. Dans notre camp, le plus important. Je lui ai dit, mais il ne voulait pas que sa fille grandisse dans un lieu pareil. Il aurait dû m'écouter. Volume 7. Une longue investigation. 28 mai de l'an 37 de la 5e ère. Cela fait plus de 3 ans que nous sommes partis en expédition pour la vallée de Rashomon où vivaient Inari et Mitsuki. Pas un jour ne s'écoule sans que je m'imagine torturer les deux frères de la lumière, les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Mais maintenant que nous sommes enfin arrivés, l'endroit est vide. La mort de nos espions au cours de l'attaque nous a valu plus d'appréhension qu'à l'accoutumée. Nous n'avions aucune idée de ce que nous pourrions découvrir. Et bien entendu, nous n'avons rien trouvé. Ce que nos espions avaient dit était vrai. Saigosen n'avait laissé aucune trace d'Inari, de Mitsuki ou de Yamiko. Nous n'avons trouvé que les clochettes qu'Inari avait héritées de son père. Nos recherches nous ont également menés à une espèce de mine où les habitants de la région exploitaient un gisement d'étranges minerais. Inari l'avait-il découvert? 14 mars de l'an 39 de la 5e ère. Nous avons effectué un examen approfondi de cet étrange minerai. Il n'y a aucun doute que c'était ce qui a poussé Saigosen à attaquer le village d'Inari. Ils auraient pu s'attaquer à la région entière, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attaqué le village et se sont volatilisés. Nous n'avons encore rien trouvé nous permettant de les localiser. Nous avons pris un village de pêcheurs situé à l'est de la Grande Forêt et au sud du lac Sanzen-Kozu. Certains villageois semblent détenir des informations au sujet de Saigosen, mais ils refusent de parler. Nous allons devoir leur faire entendre raison. Volume 8. Cheveux blancs et yeux bleus. 18 mars de l'an 39 de la 5e ère. Parfois, je me demande si nous sommes maîtres de notre destin, ou s'il appartient à quelqu'un ou quelque chose de décider pour nous. Ce matin, l'un de mes hommes m'apportait un prisonnier, un villageois qui venait de rentrer d'une chasse de plusieurs jours dans la forêt. Je lui ai demandé ce qu'il avait à me montrer. Il m'a donné une poupée. Une petite poupée de chiffon, de très bonne facture, mais très abîmée. C'était l'effigie d'une femme avec des cheveux blancs, des yeux bleus. Un motif est figuré sur ses habits, le symbole de Dakudaga. J'ai attrapé le villageois et je lui ai demandé où il l'avait trouvée. Il m'expliqua qu'elle gisait au sol, en plein milieu de la forêt. Je l'ai emmené avec moi pour l'interroger et obtenir toutes les informations qu'il pouvait avoir. Cette poupée est notre première piste sur la famille d'Inari depuis des années. L'un d'entre eux aurait-il survécu après s'être enfui dans la forêt? Puis se produisit une coïncidence extraordinaire et inespérée. Cette personne, dont je doutais de l'existence même, celle qui avait survécu à Inari, me trouva. Alors que j'éclairais le visage du villageois à l'aide d'une bougie, une petite créature surgit des ténèbres armée d'un poignard. Elle frappa à la vitesse de l'éclair, me prenant presque dépourvu. Alors qu'elle faisait pleuvoir les coups, je réussis tout de même à observer ses cheveux blancs, qui resplendissaient à la lumière du soleil levant. Elle continua de m'attaquer, jusqu'au moment où je me projetai derrière elle d'un bond des ombres. À ce moment-là, elle s'arrêta et m'observa de ses grands yeux bleus. Des frissons me traversèrent l'échine alors que je sentis ses yeux bleus mettre mon âme à jour, comme il l'avait fait il y a des années. Volume 9. La petite sauvageonne. Je ne saurais me rappeler d'un cadeau aussi étonnant, aussi formidable que la chance m'a donné. Cette fillette,
vêtu d'un habit de fourrure, grossier et armé d'un poignard taillé dans l'os d'une bête, était le portrait craché de Mitsuki. Aussi calmement et amicalement que je le pus, je dis « Yamiko ?» L'espace d'un instant, ses yeux s'écarquillèrent, puis il se reprit et recula, tout en se cachant derrière son arme et en grognant comme une bête. J'étais moi-même décontenancé. Je réalisais qu'en face de moi se trouvait une enfant qui avait passé 5 ans dans la grande forêt de Rashomon, seule, probablement après avoir vu ses parents se faire tuer par les adeptes de la lumière de Saigosen. Elle avait sans doute évité tout contact humain depuis. Peut-être ne comprenait-elle même plus notre langue. Mais, si elle s'était tenue à l'écart des hommes, pourquoi s'était-elle aventurée jusque dans le village pour m'attaquer ? Je compris qu'elle était venue pour la poupée. Je la sortis doucement de ma poche et déposai mon épée au sol. La fillette ne quitta pas la poupée des yeux. Puis, je pris mon pendentif de Dakudaga de mon autre main pour la tenir à côté de la poupée. Lui montrer les symboles de Dakudaga côte à côte eut l'effet escompté. Elle s'arrêta net. Elle abaissa lentement son poignard. D'un bond des ombres, je m'approchai d'elle et lui donnai la poupée. Elle me fixa du regard d'une telle façon que je me promis de la protéger jusqu'à la fin de mes jours. Volume 10. Retour parmi les hommes. 18 septembre de l'an 39 de la 5e ère. En fin de compte, la seule piste que nous avons sur Saigosen est qu'ils ont fui vers le sud après avoir attaqué le village d'Inari. Trop peu pour continuer nos recherches, mais la chance nous a au moins permis de retrouver Yamiko, qui avait mystérieusement survécu à l'attaque. Nous avons décidé de retourner à notre nouvelle base, dans la ville de Kuryu. Nous avons mis fin à nos recherches concernant Saigosen pour l'instant. Les enfants peuvent être pénibles. Yamiko cause des difficultés avec le clan tout entier, sauf avec moi. Je suis un assassin des ombres, pas une nourrice. Au moins, Yamiko est très douée. Ses compétences sont bien supérieures à la normale. Tout particulièrement sa furtivité et sa maîtrise de l'essence des ombres, qui rivalisent avec celle de mes meilleurs hommes. Son entraînement s'en est trouvé grandement facilité. Mais certains autres aspects de son éducation ont été bien plus compliqués. Nous avons tout de même eu beaucoup de chance de la trouver avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle n'ait perdu tout semblant d'humanité. Nous avons pu offrir à Yamiko de réintégrer la société en tant que membre de Dakudaga. Depuis son arrivée parmi nous, ses capacités se sont considérablement développées. Elle a même commencé à se comporter comme un humain, à nouveau. Je suis certain qu'elle sera rapidement prête à recevoir la dague noire. Elle deviendra sans aucun doute l'un de nos meilleurs agents. Volume 11. Le renard, le serpent et le dragon. 7 décembre de l'an 40 de la 5e ère. Yamiko est la 4e femme à rejoindre les rangs de Dakudaga. Parmi ces femmes, elle est aussi la plus jeune. Certains de mes hommes l'acceptent mal, surtout ceux qui pensaient se voir remettre la dague noire avant elle. Quelques-uns d'entre eux cherchent même à s'en prendre directement à elle, physiquement ou mentalement. Ils finissent toujours inconscients ou blessés, sans exception. Je ne peux m'empêcher de sourire. À Dakudaga, peu importe qui l'on est, ce sont les capacités qui comptent, elle en est la preuve. Cette année, la guilde s'est enrichie de 2 nouvelles recrues, aux aptitudes exceptionnelles. Orochi, du clan Ebi, et Ryuta, du clan Ryu. Les 2 clans sont présents dans la région depuis fort longtemps, et les 2 garçons semblent être au sommet de leurs capacités. Je les ai placés avec Yamiko. Elle était tout d'abord sceptique, mais elle a fini par les accepter
et leur faire confiance. Cette confiance, je la vois grandir comme une chaîne forgée dans un acier, que rien ne saurait briser. Dakudaga n'avait jamais eu d'équipe si jeune, mais si puissante. Même leur emblème me plaît. Une combinaison de leurs symboles familiaux. Le renard pour Yamiko, le serpent pour Orochi, et le dragon pour Ryuta. Il est de mon devoir de chef de rester impartial avec tous mes soldats. Mais une telle tâche n'est pas aisée, lorsque l'on prend sous son aile 3 élèves particulièrement talentueux. Volume 12. Un potentiel élevé. 25 décembre de l'an 45 de la 5e ère. Yamiko a 16 ans aujourd'hui. La volonté d'Inari se lit dans ses yeux, mais son apparence. Elle ressemble chaque jour un peu plus à sa mère. J'ai compris la semaine dernière qu'elle était devenue une femme. C'était l'un de ces moments fugaces où l'on perçoit quelqu'un ou quelque chose sous un jour entièrement nouveau. Comme si on les avait jamais vus auparavant. Aujourd'hui, elle, Orochi et Ryuta ont reçu une médaille gravée de l'emblème de leur équipe, en l'honneur de leur excellent travail au cours des dernières années. Ils ont rempli chacun de leurs contrats avec une efficacité, un professionnalisme et un talent unique. Lorsque j'ai remis sa médaille à Yamiko et qu'elle m'a regardé, j'ai perçu les mêmes sensations de protection et de sécurité que j'avais ressenties lorsque j'ai aperçu sa mère, il y a tant d'années. Un frisson m'a parcouru le corps. J'espère qu'il est passé inaperçu. Je ne sais pas comment réagir face à ces émotions. J'ai entendu dire, il y a bien longtemps, que certaines femmes du clan Shirokitsu possédaient un grand pouvoir. Un pouvoir d'autorité. La mère de Yamiko venait de Shirokitsu. De telles légendes m'ont toujours laissé indifférent. Mais ce que dégage Yamiko est bien trop puissant. Il ne peut y avoir d'autre explication. Elle est comme une fille pour moi. 10 février de l'an 46 de la 5e ère. L'équipe de Yamiko est la meilleure. La meilleure que j'ai sous mes ordres en ce moment. La meilleure que j'ai jamais vue. Leur travail d'équipe a atteint la perfection. Une véritable machine, autonome et sans faille. Je peux parfois entrevoir le vrai pouvoir de Yamiko. Il est terrifiant. Elle pourrait bien être plus puissante que je ne le suis. Nous devons nous montrer prudents avec elle. Un adepte trouve normalement ses limites après l'adolescence, et leur pouvoir se stabilise. Yamiko n'a pas encore atteint ce stade. Volume 13. La forteresse de la lumière. 1er mars de l'an 47 de la 5e ère. Enfin, nos espions les ont trouvés. Nous avons reçu un message révélant l'endroit de la capitale de la guilde Seigosen. Dans une région lointaine du sud, au nord des terres arides, le drapeau de Seigosen a été aperçu, flottant au sommet d'une forteresse. Des espions l'ont infiltré et y ont trouvé le centre de leur pouvoir. Leurs chefs, leurs ressources, leurs plans. En attendant la fin de l'hiver, les 3 autres chefs et moi-même avons préparé une mission de reconnaissance pour nos meilleures équipes. Nous devons absolument savoir ce que Seigosen a préparé pendant toutes ces années. Après que nous ayons trouvé Yamiko, nos meilleurs érudits ont découvert que le minerai que Seigosen avait extrait des mines près du village d'Inari possédait une certaine affinité avec l'essence de lumière. Nous devons être prêts à faire face à l'imprévu. J'ai parlé de la mission à Yamiko. Son équipe est sans aucun doute la meilleure dont nous disposions. Même face aux sections des autres chefs, je ne voulais pas les priver d'une telle mission. Mais je n'ai jamais dit à Yamiko que la ville était une place forte de Seigosen. Elle ne semblait pas se souvenir de leur drapeau. J'ai donc décidé de ne pas y faire allusion. C'est une mission de reconnaissance. Nos lames doivent rester cachées jusqu'à ce que nous soyons prêts à porter notre coup.
nous nous rendons là-bas pour évaluer leur puissance et préparer notre attaque. Si Yamiko apprenait qu'il s'agit de la base des assassins de ses parents, elle est intelligente et digne de confiance, mais nous ne devons pas sous-estimer sa colère. Nous partons la semaine prochaine. Volume 14, DS 1. 18 avril de l'an 47 de la 5e ère. J'ai du mal à croire ce que je viens de voir. Quelque chose d'absolument incroyable. La mission de reconnaissance se déroulait bien. Nous avions recueilli toutes les informations dont nous avons besoin pour préparer une attaque, et nous étions sur le point de partir. À l'heure convenue, toutes les équipes se retrouvèrent au point de rendez-vous, dans la forêt, en dehors de la ville, sauf celle de Yamiko. Chaque minute passée à les attendre nous semblait terriblement longue. Si Yamiko découvrait qu'elle se trouvait au cœur du quartier général de Saigosen, elle entrerait très certainement dans une colère incontrôlable. Si elle décidait à se battre, et elle le ferait, elle gâcherait notre seule chance de neutraliser Saigosen une fois pour toutes. Et elle se mettrait elle-même en danger. Les techniques de la lumière qu'ils avaient mis au point, les défenses que nous avions vues, faisaient d'eux des ennemis bien plus dangereux que ce que nous avions pu affronter jusqu'à présent. Tout à coup, une énorme explosion brisa le silence de la nuit. Le sommet du château, au cœur de la forteresse, s'embrasa devant nos yeux ébahis. Notre groupe grimpa sur les tours de garde pour observer la scène et le spectacle qui se présentait à nos yeux nous laissa bouche bée. Quelque chose se déplaçait à une vitesse phénoménale dans la forteresse, évitant les attaques des soldats des Saigosen avant de tous les exterminer à l'aide d'énormes lames des ténèbres. En l'espace de quelques minutes, la silhouette enveloppée d'un brouillard sombre avait détruit l'intégralité de la forteresse. Lorsque le silence fut rétabli, la silhouette se dirigea vers nous. Encore incapable d'émettre le moindre mot, notre groupe attendit l'ouverture de la porte pour voir quel était ce monstre qui allait sûrement nous anéantir. La porte s'ouvrit doucement, et ce fut la silhouette de Yamiko qui émergea du voile de ténèbres impénétrables. Volume 15, DS 2, 18 avril de l'an 47 de la 5e ère. La parole nous faisait défaut, tandis que nous observions Yamiko sortir de la ville qu'elle venait de détruire. Derrière elle se trouvaient des bâtiments en ruine et des cadavres sur lesquels flottait un nuage de poussière. Son regard était vide. Elle s'arrêta devant nous. Personne n'osait bouger. J'attendis qu'elle nous parle. Que venait-il de se passer? Quel événement avait provoqué ce phénomène? Mais sa bouche resta résolument scellée. Elle se tenait debout devant nous, sans mot dire. Petit à petit, les autres se mirent à genoux, de peur sans doute. Mais la peur ne m'atteignait pas. Mes préoccupations pour la sécurité de Yamiko avaient pris le dessus. Je réalisais subitement qu'elle était seule. D'une petite voix, je lui demandai « Orochi et Ryuta ?» Elle posa sur moi un regard vitreux et secoua lentement la tête. Je m'élançai vers elle pour la prendre dans mes bras. 21 avril de l'an 47 de la 5e ère. Yamiko s'est réveillée ce matin. Après avoir dormi pendant 2 jours, je lui ai enfin demandé ce qu'il s'était passé. Comme je le craignais, elle avait compris qu'elle se trouvait dans la forteresse de Saigosen, et son désir de vengeance fut plus fort que tout. Les chefs de Saigosen disposaient d'une arme secrète, un système de défense inédit, qui leur permit de tuer Orochi et Ryuta sans peine. Alors qu'ils venaient d'activer leur système, leur puissance décuplée, la fureur de Yamiko puisa dans une réserve de pouvoir sans fin enfouie en elle. Nous devons être prudents. Cette situation ne sera pas simple. Saigosen a été rayée de la carte, mais nous devons désormais décider de la marche à suivre concernant Yamiko, maintenant que la moitié de Dakudaga la considère comme une déesse. Volume 16, Nishoku. 9 juin de l'an 47 de la 5e ère. Pendant toute une semaine, nous,
les 4 chefs avons discuté afin de trouver une solution concernant Yamiko. Elle n'a pas encore fait le deuil de ses amis, et elle passe des heures entières dans leur mausolée. Pendant ce temps, ceux qui avaient souffert des attaques et du joug de Saigosen, des confréries des ombres tout entières, ne cessaient d'affluer aux portes de notre cité pour présenter leur gratitude à la déesse, qui les avait libérés. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette rumeur au sujet de la déesse ne se répande dans d'autres pays. J'ai essayé de convaincre les autres chefs que nous devions prendre le contrôle de la situation. Nakudaga a toujours œuvré dans l'ombre pour protéger ce pays et son gouvernement. Mais le pouvoir était désormais inoccupé. Nous pouvons nous en emparer, d'autant plus que nous ne sommes plus en mesure de travailler dans l'ombre tant que Yamiko attire l'attention. Des ordres de gens se présentent chaque jour à nos portes. Ce pourrait être le commencement d'un nouvel empire, pour le meilleur ou pour le pire. La ville de Kuryu est déjà une forteresse en l'état. Nous pourrions en faire notre quartier général et notre menace la plus importante. Saigosen, a été anéantie il y a 2 mois. Nous pouvons consolider notre position sans que personne ne conteste notre règne. Cette simple vision de notre pouvoir me rend fébrile. Si nous faisions ceci, nous ne serions plus d'Akudaga. Nous serions l'empire de Yamiko, l'empire de l'impératrice des ombres. Nous instaurions la nuit éternelle pour protéger ceux que les cruelles forces de la lumière oppriment. Nous serions Nishoku. Volume 17. Le bras droit de la déesse. 27 juin de l'an 1 de la 6e ère. J'ai réussi à persuader Yamiko à adopter mon point de vue. Nous avons à portée de main le pouvoir d'éviter que quiconque endure la même souffrance qu'elle. Ces arrogantes confréries de la lumière ne pouvaient plus exploiter les disciples des ombres, comme ils l'ont fait pendant des générations. Yamiko a accepté d'être notre impératrice, mais elle est si jeune, elle n'a pas les connaissances ni l'expérience nécessaires pour régner. C'est pourquoi nous avons convenu que je serais son bras droit. Je me tiendrai à ses côtés pour la conseiller. Une nouvelle ère commence, l'ère de l'impératrice des ombres. 4 juillet de l'an 1 de la 6e ère. Nous nous sommes proclamés secte de Nishoku. Notre souveraine, l'impératrice des ombres, 2 des autres chefs de Dakudaga ont aussi accepté de devenir des conseillers de l'impératrice. Le 3e nous a abandonnés. Traître, le gouverneur du pays nous a fait parvenir une lettre exprimant son mécontentement. Dakudaga était la puissance militaire la plus importante de la région, et Nishoku en a assimilé la plus grosse partie. Si le gouvernement a quelque chose à dire, nous les attendrons fermement. Volume 18. Prospérité. 29 novembre de l'an 5 de la 6e ère. Gloire, fortune et pouvoir. Depuis l'avènement de Nishoku, ces 3 fondements du succès n'ont cessé de grandir et de se consolider, entretenant notre prospérité. Au départ, l'une de nos principales préoccupations était de nous assurer qu'aucune confrérie de la lumière n'allait chercher à se venger. J'ai moi-même mené quelques-unes de nos missions de reconnaissance, mais nous n'avons trouvé que de ridicules groupes inoffensifs. Le seul groupe notable était basé dans les terres arides, des paysans dotés d'une maîtrise exceptionnelle de l'essence de lumière. Mais ce n'était qu'une bande de pleutres, sans aucune conception du combat. J'ai presque éclaté de rire lorsque j'ai appris qu'ils étaient pacifistes. 25 décembre de l'an 5 de la 6e ère. Yamiko a 22 ans aujourd'hui. Nous avons permis au peuple d'accéder au temple pour les célébrations en son honneur. Son image, face à des centaines de gens venus la vénérer, suscite l'inspiration. Elle semble si importante, si puissante, et pourtant si triste. Je me demande quelles émotions la traversent. Je ne cesse de lui demander si elle est heureuse d'être notre impératrice. Et elle acquiesce à chaque fois. Je crois que quelque chose s'est éteint en elle lorsque nous avons perdu Orochi et Ryuta.
Je me demande si je pourrais jamais l'aider à retrouver le bonheur. Volume 19, K.O. 28 juin de l'an 9 de la 6e ère. Une rumeur m'a laissé perplexe aujourd'hui. L'un de nos espions, sous l'apparence d'un marchand transportant de la poterie orientale vers le sud, rapporta des activités inhabituelles au sein d'une confrérie du sud. K.O. De son nom, vous voyez ses rangs gonfler et sa force augmenter de jour en jour. La confrérie est principalement composée d'adeptes de la lumière, mais elle compte également des maîtres de toutes les essences. Des ombres au feu, l'espion a déclaré qu'il pourrait préparer une attaque, que leurs mouvements étaient particulièrement bien organisés. Leurs adeptes ne laissaient échapper aucune information. J'ai partagé mes inquiétudes avec un autre conseiller, mais il ne m'a pas pris au sérieux. Il m'a dit que Nishoku était si grande et formidable qu'il ne pourrait même pas la voir depuis leur minuscule fief. Que ce serait comme si une mouche s'attaquait à un ours. Même s'il disposait d'une force considérable, l'impératrice des ombres est de notre côté. Il a raison. Volume 20. L'attaque de Keiko. 30 mai de l'an 10 de la 6e ère. Ils étaient rusés. La grimace sur le visage de mes capitaines lors de notre rencontre ce matin montrait clairement que nous avions été leurrés. La confrérie de K.O. avait paralysé nos lignes de ravitaillement en s'attaquant aux villages et aux villes qui les bordaient, et saboté nos casernes et nos centres de conscription, moins d'un an après que nous ayons appris leur existence. Cette ville est une forteresse. En temps normal, une confrérie naissante dont les rangs auraient gonflé ne m'inquiéterait pas. Mais il ne s'agit pas d'une simple confrérie. Il s'agit d'innombrables confréries, des adeptes de la lumière, du feu, de la vie, les pires étant les adeptes de la terre. Mes espions rapportent qu'ils ont pris possession à l'arrière de l'armée de K.O. Ils se préparent à lancer des ondes de choc sous le champ de bataille pour ébranler les fondations de nos murailles. Nos fortifications n'ont aucune chance contre de telles techniques. Fluidité et souplesse, le champ de bataille et le vaisseau. Il faut être l'eau. J'ai décidé que la meilleure approche était d'attaquer leur avant-garde. Nous devons éloigner le combat de la ville et leur faire face. L'impératrice des ombres n'agira qu'en dernier recours. Volume 21. Une blessure profonde. 4 juin de l'an 10 de la 6e ère. Ils sont arrivés à leur fin. Ils étaient plus puissants que nous ne l'imaginions. Ils n'avaient même pas utilisé une fraction de leur vrai pouvoir jusqu'à présent. Mon corps brûlait de rage. La fureur bouillonne en moi lorsque je repense à ce qu'ils lui ont fait. La bataille était à leur avantage. Les attaques de l'essence de terre avaient éventré les murailles de la ville. Nos hommes étaient poussés jusque dans leur dernier retranchement. Il n'y avait plus qu'une seule issue. Je l'ai appelée. Elle apparut aux portes de la ville pour réduire à néant ces lâches. Mais les 4 chefs de K.O., les maîtres les plus puissants de leurs armées, l'attendaient. Ils la repoussèrent et l'acculèrent dans la ville. Mais ils attendaient quelque chose. Ils retentaient leurs attaques. Puis, je l'ai vu, le vieil homme. Ils l'appelèrent par son nom. Tsuyoshi! Il se dirigeait d'un pas sûr vers Yamiko. Je m'élançai pour l'intercepter. Mais avant que je ne puisse lancer le moindre coup, sa main se leva et mes jambes me lâchèrent. Mon énergie m'abandonna, telle l'eau qui s'échappe d'une pousse de bambou que l'on vient de couper. Les chefs firent reculer Yamiko jusqu'à son temple, et le vieil homme tourna son attention vers elle. Je vis son visage perdre sa vitalité. Saisissant ma chance, je m'élançai vers lui et plongeai ma lame dans son flanc. En tombant, il attrapa mon bras qui tenait l'épée. Je n'oublierai jamais cette douleur. Ses doigts me brûlèrent d'une intensité sans pareille. Je tombai avec lui. La chance ne m'avait cependant pas abandonné. Quelques-uns de mes hommes me trouvèrent alors qu'ils battaient en retraite et me transportèrent en sécurité. L'un d'entre eux me raconta que l'impératrice avait réussi à tuer l'un des chefs de K.O. Tandis qu'il m'amenait à l'abri, je regardais le drapeau brûler au sommet de notre ville. L'impératrice avait été vaincue.
Nishoku avait péri. Volume 22. Le mausolée des victimes de la guerre. 12 juin de l'an 10 de la 6e ère. Mes hommes m'assurent que l'impératrice n'est pas morte. Elle est retenue captive par Keiho dans notre ancienne capitale, à Kuryu. Ils ont employé une technique unique pour la maintenir au piège. Elle serait sous l'emprise d'une sorte de torpeur, complètement inerte. Comme ils avaient capturé son âme elle-même, je ne sais pas ce que cela implique, mais il est certain qu'elle n'aura pas à se sortir de cette situation elle-même. Nous allons devoir attendre notre heure. Le vieil homme les a sûrement aidés à apprendre cette technique, qu'il soit maudit. Mes muscles souffrent toujours de convulsions à l'endroit où il m'a touché ce jour-là. Je peux à peine tenir une épée. Et je ne crois pas que la douleur disparaîtra jamais de mes os. 30 mai de l'an 12 de la 6e ère. Un édifice abject, immense, a été érigé en l'honneur des morts de Keiho. Les morts de Nishoku ont également été rassemblés dans les catacombes. Pour célébrer l'anniversaire de leur victoire, ils ont activé un terrible engin de lumière, illuminant le ciel d'un puissant rayon de lumière. La peste soit de ces racailles. Nous aurons notre vengeance. Mes hommes s'entretenaient chaque jour. Notre camp grandit peu à peu. Nous vengerons l'impératrice, nous la sauverons si nous le pouvons. Volume 23. Une seule chance. 15 mars de l'an 15 de la 6e ère. Enfin, l'un de nos nouveaux espions installés au cœur de Keiho a obtenu des résultats. Il a pu lire la correspondance privée entre deux capitaines de chefs de Keiho. La lettre n'offre pas de détails sur la technique qu'ils ont utilisée pour emprisonner l'impératrice, mais elle mentionne ses effets secondaires. Les 3 chefs de Keiho sont comme enchaînés et doivent endurer d'énormes souffrances. L'un d'eux, en particulier, Yuki, supporte très mal cette situation. Il serait considérablement affaibli depuis la capture de l'impératrice. C'est sur lui que nous devons concentrer notre attaque. Cette semaine, les chefs vont se réunir pour accomplir une sorte de rituel. Nous pourrions profiter de ce moment pour attaquer. Avec un peu de chance, nous découvrirons peut-être où ils retiennent l'impératrice. Nous devons absolument la sauver. Je ne laisserai pas cette chance. Et voilà, on a terminé le premier carnet. Le carnet de... Du coup, je sais plus comment il s'appelle. Le carnet de Hayo, donc un chef des ombres. Donc un chef des ombres. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous raconte l'histoire avant le jeu, en fait. C'est vraiment sympa. Donc ça parle de Yamiko, évidemment. Donc c'est un peu sa naissance, hein, et comment elle est devenue captive. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus que ça. Je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus pendant le let's play. Je sais pas du tout du coup. Là, moi, je vais me stopper. Je vais faire une pause parce que parler, ça fait longtemps que je parle. Donc dans l'épisode suivant, on verra le carnet de Tsuyoshi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment que du texte, sans vraiment d'explication, enfin sans vraiment en parler de moi-même. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.